Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour débattre et commenter l'actualité avec aujourd'hui Pascal Bataille. Bonjour Pascal, animateur, bonjour producteur, chef d'entreprise. Éric Verhaeghe, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour. Bonjour Valérie. Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front républicain contre la corruption. Bonjour Jean-Luc. Et bonjour à Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Un sondage nous apprend ce matin que les Français ont désormais plus peur du chômage que du coronavirus. Est-ce que vous seriez prêt à baisser votre salaire pour sauver votre emploi? Ryanair a annoncé qu'elle allait demander à un certain nombre de ses employés de baisser son salaire. Pardon. Pierre Moscovici à la Cour des comptes, le retour de l'ancien monde et puis États-Unis évidemment vers le chaos que fait Donald Trump. Est-ce que vous comprenez ces émeutes? On en parle avec vous, mais on va commencer notre tour de table ensemble. Jean-Luc Touly, on commence avec vous. Oui, mon coup de cœur, c'est le maire de ma ville, le maire de Wissous, et à 71 ans, n'a pas hésité, alors qu'il était à la retraite depuis 2 ans, d'aller comme médecin réanimateur à l'hôpital d'Orsay, où il a effectivement, à 71 ans, c'est pas évident. Et je trouve que c'était courageux, c'était salutaire. Et d'autre part, il a obtenu pas mal de masques pour la population qui n'en avait pas. Donc, il a été réélu ou il est en campagne? Il est en campagne, mais je ne souhaite pas en parler parce que c'est voilà. Et Jean-Luc est sur autre chose. Oui, là-dessus, je voudrais faire un commentaire. Vous faites un peu campagne là, Jean-Luc, si je ne m'abuse. Non. Excellent. Non. Oui, mais il y a un ça se voit un peu, hein. Jean-Luc a le sens du fric. Oh. Moi, je trouve que effectivement, ça prouve parce qu'on a beaucoup critiqué le fait qu'il n'y ait pas vraiment de campagne électorale, ce que je trouve très bien moi pour le deuxième tour, parce que c'est court. Et on a dit c'est une prime au sortant. C'est pas faux. Il y a un peu une prime au sortant. D'un autre côté, écoutez, les électeurs, quand ils jugent que leur maire a fait un boulot exceptionnel, qu'il s'est battu, qu'il a eu des masques, qu'il a tout fait pour eux, eh bien, je trouve que c'est normal qu'ils en aient finalement le bénéfice à une élection. Et c'est une façon de reconnaître ceux qui ont bien bossé. Bon, très bien. On reste dans le Covid avec vous, Sophie? Oui, quelqu'un veut réagir? Non, d'accord, j'avais entendu quelqu'un. Sophie, décalez-vous un peu, on vous voit qu'à moitié. Ah non, on vous voit bien, pardon, c'est moi. C'est vous qu'on voit à moitié, Valérie. Oui, je sais pas, je dois être décalée. Allez, oui, parce que vous pouvez nous suivre en live, évidemment, sur Facebook et sur YouTube. Donc, on reste dans le Covid avec vous, parce qu'à l'occasion du Covid, on a fait une découverte intéressante. Alors oui, j'avais en fait un coup d'interrogation et j'avais d'abord un coup de gueule très rapide, Valérie, avant le Covid, qui est un vrai sujet. Je voulais vous dire qu'il y avait un choc de simplification. Écoutez bien, l'épidémie nous a fait découvrir que nous avions en France 1. Le ministre de la Santé, 2. Le directeur général de la Santé, 3. La direction de Santé publique France, 4. Le directeur de la Haute Autorité de Santé, 5. Les directeurs d'agences régionales de santé, 6. Le directeur de l'Agence nationale sanitaire, 7. La direction de l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé en épidémiologie, 8. Le Centre national de recherche scientifique en virologie moléculaire, 9. L'Agence nationale de sécurité du médicament et de la santé, 10. Un nombre d'infectiologues parisiens que vous avez tous découverts. Et comme ça ne suffit pas, on a évidemment nommé un haut commissariat de lutte contre les épidémies, avec un haut conseil de veille sanitaire, ce qui est normal, et une agence nationale de sécurité de logistique médicale. Et comme ça devenait un peu compliqué, à l'organigramme de la santé publique, dès demain au JD, on va nommer un monsieur spécialiste de la totalité et du déconfinement. Mais c'est gravissime. Je veux dire qu'avoir une armée mexicaine, du coup, personne ne décide, du coup, les décisions sont mauvaises. Et je crois que quelques politiques talentueux qu'on est, c'est pas forcément le cas d'ailleurs, si on ne supprime pas ce type de strate, la France périra. Il faudrait que Jean-Luc aille voir combien ça coûte tout ça. Hein. Et ben justement, on va faire un deuxième livre, Les Recasés de la République, où effectivement, on crée des structures à n'en plus finir, qui ne servent à rien et qui émettent des rapports que personne ne lit. Oui, je suis d'accord. Éric Verhaeghe a un avis sur le sujet aussi, je pense. Oui, non, mais c'est
C'est l'expansion permanente de l'État. Vous savez, l'État en France, c'est un peu à l'image de la Voie lactée, même de l'univers. C'est en expansion permanente. Et c'est vrai que si aujourd'hui on ne fait pas le choix d'inverser de façon très brutale la logique, parce que les demi-mesures n'ont jamais éprouvé leur efficacité. Si on ne fait pas le choix, Sophie parlait de Santé publique France. C'est une nébuleuse. Je crois qu'il y a 500 ou 600 salariés, 600 fonctionnaires qui travaillent dans cette instance. Et objectivement, personne n'a bien compris à quoi elle servait aujourd'hui, puisqu'elle était chargée de commander des masques. Elle ne les a pas fait et il a fallu créer 2 cellules différentes pour arriver à commander les masques que Santé publique France doit commander et ne commande pas. Donc tout ça est incompréhensible. C'est vrai que la liste de tous ces organismes cités par Sophie est assez effrayant, assez quand même. Il y a un problème. Il y a quand même. Qui aura le pouvoir de faire sauter ça? Il est dommage que le Ségur de la santé qui a été ouvert lundi dernier ait totalement fait l'impasse sur ce sujet, parce que s'il y avait bien une leçon à tirer de l'épidémie, c'est l'inefficacité de notre espèce de gloubi-boulga. Donc de l'hôpital. Et de l'hôpital. Et tout ça est très toxique pour les hôpitaux, il faut le comprendre, parce que les hôpitaux sont confrontés à une myriade de circulaires qui viennent de tout un tas d'acteurs qui ne se concertent pas et qui prétendent tous avoir raison. Malheureusement, le Ségur de la santé fait absolument l'impasse, comme c'est étrange et comme on ne s'y attendait pas, sur ce sujet. Et le Ségur de la santé ne parle que d'augmentation de salaire, puisque c'est bien connu. Plus on paye des gens inutiles, mieux ça marche. Voilà. Absolument. Pascal Bataille, votre coup de cœur ou coup de gueule? Alors, juste une réaction à ce qui vient d'être dit, si vous voulez bien. D'abord, c'est que effectivement, si on injectait ne serait-ce que déjà l'argent que coûte ce millefeuille invraisemblable administratif est totalement inutile, voire sclérosant et contre-productif, déjà dans le circuit vraiment du soin, de la santé, de l'hôpital public. Déjà, on en sentirait vraiment les effets bénéfiques très rapidement, je pense. D'autre part, il est à redouter que l'effet bénéfique, ou en tout cas l'envie qu'on avait vu se manifester chez Emmanuel Macron et Édouard Philippe de redonner un peu de pouvoir aux régions, aux élus locaux, etc., ne se traduisent malheureusement par de nouvelles strates dans les prochains mois d'organisation comme ça, de structures au niveau régional. Et là, ça serait pire que tout. Voilà. Et bien alors, juste une petite parenthèse pour mon coup de cœur qui était aujourd'hui extrêmement hors Covid, bien que le Covid nous ait totalement privé de sport pendant toute cette période. C'était juste un petit coup de cœur pour le magnifique sportif qu'est Rafael Nadal, qui a annoncé sa retraite. Voilà, moi qui suis un passionné de tennis, qui a toujours été plus Federer que Nadal. Mais je voulais saluer aujourd'hui le départ de ce magnifique champion, ce magnifique sportif, et lui dire un gentil bye-bye. Voilà. C'était même terrible parce qu'on allait en disant bon, Nadal va gagner combien contre combien. Enfin, c'est vrai que c'était 2 champions, Federer et Nadal, qui d'ailleurs ont presque obscurci le monde du tennis parce que personne n'est battu. Ben oui, sauf que maintenant la place est libre. Oui. Ouais. Sauf que Nadal est beaucoup plus jeune que Federer, qui continue, qui va avoir 40 ans et qui est toujours au top. Et voilà, moi je salue Federer surtout. Et qui est particulièrement... Moi, j'étais plus Nadal que Federer, si ça vous intéresse. Mais bon, est-ce qu'on aura un Roland Garros? Est-ce qu'on aura Bientôt, les femmes vont être obligatoires en demi-finale homme. Alors, Éric Verhaeghe, un coup de cœur. Moi, j'ai un coup de cœur, puisque on a procédé hier à la réouverture du parvis de Notre-Dame. Et je trouve qu'un an après ce terrible l'incendie, on peut se dire que finalement tout n'est pas désespéré dans la vie et que parfois on a des bonnes nouvelles, et peut-être même que nous sommes sur la voie d'une forme de recovery, de remontada, et en tout cas symboliquement je trouvais que c'était pas mal, qui plus est puisque votre équipe, Valérie, m'a demandé d'ajouter ce petit mot humoristique. Qui plus est, vous savez que c'est une réouverture pour la fête de la Pentecôte, qui est une fête, c'est probablement la fête la plus païenne et la plus épicurienne de l'Église catholique, puisque c'est la journée des langues, le jour où les langues viennent se faire. Et donc, je trouve que c'était un moment sympa que nous pouvons vivre et que nous devrions souligner. En espérant que l'Esprit Saint va descendre sur la tête de nos politiques.
Et surtout que les Français, les Parisiens, mais les Français en général, soient respectueux de l'environnement et ne jettent pas leurs masques et leurs ordures un peu partout, comme on peut le voir dans de très nombreux endroits. C'est absolument pathétique. Moi, j'avais un coup de gueule. Oui. Oui, Valérie, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'il y a quand même 2 départements français que sont la Martinique et la Guadeloupe qui, depuis 1 mois, n'ont d'eau pour la plupart des habitants. Et dans le cadre du Covid, il faut se laver les mains, etc. On vous entend mal, ça coupe. Jean-Luc, tu coupes. Ça coupe. Quelqu'un te censure. Vous êtes censuré. Moi, j'avais un coup de gueule. Ça concerne un sénateur, Alain Houpert, qui colporte des fake news. Quand on est sénateur, on vérifie ses informations. On a échangé avec Sophie ce matin. Il retweet un site qui s'appelle Wikistrike, qui a été plusieurs fois épinglé comme étant un site plutôt à tendance complotiste, et donc qui raconte que l'application Stop Covid a été installée en douce sur tous les portables des Français. C'est évidemment totalement faux. Il y a pour télécharger une application, vous devez le faire. Alors en plus, ce site dit contre l'avis des Français, alors que la loi n'a pas été votée, qu'il se renseigne. Pour un sénateur, s'il relaie un site où il est inscrit, où il dit que la loi n'a pas été votée, c'est quand même très grave. Et de relayer des choses comme celle-là, c'est encore plus grave. Donc non, l'application Stop Covid n'est pas téléchargée automatiquement sur vos téléphones portables. Personne ne peut le faire. Voilà. Alors Valérie, je veux dire un petit peu, quand même, ça m'énerve. Très sévère. Oui, j'ai senti. Quand même très sévère. C'est un sénateur qui effectivement a voté contre cette application et qui est très remonté. D'ailleurs, c'est une indignation que je partage un peu parce que je trouve que de plus en plus nos libertés sont attaquées et restreintes. Oui, mais ça c'est une autre chose. Il a tweeté précisément jusqu'où iront-ils. Et donc j'ai posé la question et il me dit jusqu'où iront-ils, c'est pas dans l'atteinte de nos libertés. Donc il a relayé une info qui s'avère fausse, je suis d'accord, qui est d'ailleurs, parce que c'est pas le seul, hein, ça a beaucoup circulé, il y a d'autres même députés. Oui, mais enfin, quand on est sénateur, on a une responsabilité quand même. Oui, non mais il faut faire très attention à Twitter, la façon dont c'est dit, etc. Je suis d'accord, il faut faire attention. Voilà. Un petit mot sur la manif des... Pardon, et un tout petit mot quand même, c'est pas totalement faux dans la mesure où, à l'étranger, dans d'autres pays, c'est relayé automatiquement. Donc attention aussi à la confusion. En France, pas en tout cas. Oui, mais il y a eu trois fausses infos. Après, indépendamment de ce qu'on en pense, on vérifie ces informations avant de colporter des informations comme celle-là. On se retrouve dans un instant avec vous. On va parler des États-Unis, on va parler de la crise économique et des réductions de salaires qui vont être demandées dans certaines entreprises. On sera là avec vous, 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Je peux m'énerver encore, j'ai quelques petits agacements. La manif ce week-end. Non, vous savez, c'est l'Esprit Saint qui n'est pas encore descendu. Ce week-end, donc manif de sans-papiers, pas de mesures barrières. C'est alors qu'on voit dans les squares des agents municipaux, des policiers verbaliser des gens, leur demandant de mettre des masques. À la poste chez moi, par exemple, le vigile qui s'approche des gens n'a pas de masque non plus, mais on autorise des manifs comme ça dans Paris. Moi, j'ai trouvé ça assez choquant. Que vous avez vu ces images, vous en avez pensé quoi? Oui, mais alors Valérie, moi je veux bien. Simplement, il faut dire, les gens s'indignent et moi aussi, mais autant que vous, sinon pire. Simplement, est-ce qu'on va dire, c'est ça le vrai problème, c'est pas la manif en elle-même, c'est qu'on n'a pas les moyens de les empêcher. On n'a pas les moyens d'empêcher cette manif. Non, si vous envoyez des flics, vous avez vu la nature de la manifestation, etc. Si vous envoyez des policiers pour réagir en nombre, toutes les banlieues s'enflamment. Ils sont maintenant en réseau. Et donc la police l'explique parfaitement. Il faudrait avoir une véritable bagarre. Alors en ce moment, franchement, avec le Covid, avoir des gens qui se tapent dessus, avoir des boucliers, avoir des policiers en nombre, c'est juste pas possible. C'est scandaleux et je m'indigne de ça. Quand est-ce qu'on va se donner les moyens d'empêcher ça? On n'a pas les moyens, Valérie. Si, mais on a les moyens, mais c'est le syndrome de Minneapolis. Personne n'a envie de s'exposer au risque. S'exposer au risque. En effet, comme vous le disiez, Sophie, d'un embrasement général. Et donc, on considère, au nom de la culture de l'excuse et du fait que si les banlieues s'embrasaient, la situation deviendrait très compliquée à gérer. Mais je suis convaincu que tôt ou tard, cette situation arrivera. Et plus on retardera le moment où elle arrivera,
plus elle sera compliquée à gérer. Mais au nom de cette crainte, on laisse faire, on laisse s'enquister un 2 poids 2 mesures qui exaspère tout le monde, parce que, y compris dans les populations immigrées, quand les immigrés voient qu'on laisse faire un certain nombre de clandestins, et que c'est un encouragement à ne pas respecter les règles et à ne pas s'intégrer dans la communauté. Et c'est une révolte nationale française. De voir ça. Il faut en assumer le prix. Mais en assumer le prix, peu importe la nature de la manifestation, c'était la manifestation en elle-même qui, on est censé être encore, on n'est pas totalement déconfiné, et voir ces milliers de gens qui manifestaient, j'ai trouvé cette image assez sidérante. Pascal Bataille? Oui, mais écoutez, ce qui a été dit, j'y souscris totalement. On ne peut pas faire une politique du 2 poids 2 mesures. C'est le problème, il est là. C'est la République, elle doit être en vigueur, et ces lois doivent être en vigueur partout, dans tous les recoins du territoire. Et on ne peut pas effectivement laisser ici faire ce qu'on interdit ailleurs. Donc après, l'opportunité d'interdire cette manifestation, je pense le gouvernement avait toutes les bonnes raisons de le faire. Les moyens, il les a. On voit que quels moyens les moyens, il les a. D'envoyer. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les gilets jaunes? Quand on veut interdire les gilets jaunes, on trouve les moyens. Le préfet de police de Paris trouve les effectifs. Donc là, effectivement, si on veut interdire une manifestation, après, est-ce qu'il faut l'interdire ou pas, c'est un autre sujet. Mais si on décide de l'interdire, et encore une fois, on a de bonnes raisons pour le faire en cette période, il faut mettre les moyens en face. Alors on ne sait pas pourquoi on va réprimer le lundi et puis laisser faire le mercredi. C'est un peu la politique générale de ce gouvernement depuis de tous les gouvernements depuis toujours. De tous les gouvernements, il n'y a qu'à regarder l'état de nos banlieues, la loi qui est faite dans ces banlieues. Et moi, je suis malheureusement beaucoup plus sceptique que vous. Je ne vois pas comment on va le faire, sauf à provoquer des émeutes partout en France. En période d'épidémie, c'est hors de question. Même si on réprime ça juste après, il faut savoir qu'il faudra appeler l'armée, qu'il n'y a pas les effectifs nécessaires, et qu'on rentre dans une quasi-guerre civile en France. Si vous réprimez ça, les banlieues ne sont pas maîtrisées aujourd'hui, et je suis effondrée de ça. Oui, je pense aussi, je suis d'accord avec certaines choses que vous dites, mais je pense qu'on pouvait empêcher ou en tout cas circonscrire vraiment cette manifestation sans pour autant qu'il y ait d'actes de violence, de répression policière, de bavure, etc. On pouvait ça faire bien, correctement et avec l'usage normal de la police tel qu'il est fait globalement en France, et on n'est pas à Minneapolis tous les jours, heureusement, en France. Et puis vous parlez banlieue et manif de sans-papier, c'est pas du tout la même chose. Là, c'était une manif en plus qui a été déclarée. Enfin, ça n'a strictement rien à voir. Valérie, c'est la même population. C'est la même population. Non. C'est justement ça qui est particulier. C'est qu'en réalité, les populations immigrées ne sont pas solidaires des sans-papiers. Ceux qui sont solidaires des sans-papiers en France, c'est des Français de souche. Les minorités immigrées ne sont pas solidaires des sans-papiers, notamment parce que les sans-papiers leur font concurrence. Et donc, vous pourrez regarder toutes les manifestations de soutien aux sans-papiers, les banlieues en sont absentes. Donc, c'est une croyance que nous avons qu'ils font partie d'un tout unique. En réalité, c'est totalement fantasmé. Alors, je partage tout à fait ce que tu dis. Je partage tout à fait ce que tu viens de dire et je partage tout ce que vous avez dit, mais mine de rien et depuis longtemps, il y a quand même des problèmes sur lesquels le gouvernement ou les gouvernements n'ont jamais répondu. Donc forcément, en ne répondant pas, même si la manifestation n'était pas... Voilà, je suis d'accord qu'il fallait peut-être l'interdire, que ce n'était pas le moment, etc. Mais le fond du problème, il n'est toujours pas réglé. Et donc tant qu'on ne répondra pas à ces questions, évidemment, ça va être un terreau. Alors, une autre question. Mais bon, on va arrêter sur le sujet. On va pas refaire le débat. Même, juste un petit mot, Valérie, parce que c'est vraiment important. Figurez-vous qu'à Éthique, le mouvement que je dirige, on a été aux côtés des sans-papiers pour qu'ils obtiennent des papiers. Parce que pourquoi ? Figurez-vous qu'en France, vous avez des papiers. Voilà. Vous avez le droit d'avoir des papiers quand vous pouvez prouver que vous avez bossé 8 mois, ou je sais plus quel est le nombre exact de mois. C'est extraordinaire. Il faut prouver qu'on a bossé illégalement et en fait déclaré par son employeur qui prend tous les risques. Et donc, ce qui est une honte, alors la bonne intégration, c'est effectivement au bout d'un certain temps, ceux qui bossent vraiment, attestation du patron qui va les garder, etc., c'est normal de leur donner des papiers.
Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. La peur du chômage. Pierre Moscovici à la Cour des comptes et États-Unis vers le chaos. En tout cas, des émeutes assez impressionnantes. On en parle avec vous dans un instant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Le résultat d'une étude IFOP montre que les Français redoutent désormais plus l'impact économique du Covid-19 que l'épidémie elle-même. C'est un déconfinement qui annonce effectivement des lendemains pas très joyeux dans les entreprises. On voit que dans les restaurants, on a entendu un certain nombre de restaurateurs dire qu'ils ne pourraient pas garder tout leur personnel. La crainte d'une crise économique a augmenté de 20 points en 3 semaines. Des entreprises sont tentées par des baisses de salaire, par des licenciements. On a appris donc que la société Ryanair allait demander à ses salariés de baisser de 10% ses salaires. Éric Véra, commençons peut-être avec vous, qui êtes très intéressé par l'économie. Souvent dans le courrier des stratèges, vous traitez de ces sujets. Est-ce que c'est une énorme crise qui s'annonce effectivement? Est-ce que les Français ont raison d'avoir peur? Oui, je crois qu'il faut le dire. Alors, une énorme crise, en tout cas, elle aura un impact sur le salaire des salariés, parce que les employeurs ne pourront plus dépenser autant pour le travail qu'à l'époque où on faisait 250 milliards de PIB de plus chaque année. Il faut que les gens comprennent qu'on va diminuer la richesse produite cette année en France de 250 milliards environ, et que par ailleurs la pression fiscale va augmenter, c'est inévitable. Donc forcément, ça aura des répercussions. Forcément, il y aura des chômeurs. Rappelons quand même qu'il n'y a pas eu d'embauche en avril ni en mai. Ça a mécaniquement augmenté le nombre de chômeurs de 850 000 personnes. On voit déjà que le nombre d'allocataires du RSA explose, notamment en Seine-Saint-Denis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous ceux qui faisaient la plonge, les Uber, CDD dans les restaurants parisiens pour faire tourner l'hôtellerie et la restauration, n'ont pas eu de boulot et donc ils se sont retrouvés au chômage. Et cet argent perdu-là, il ne sera pas récupéré, il faut le dire clairement. Maintenant, ce qu'on voit, et c'est quand même un élément d'optimisme, c'est que les modes de consommation ont changé et qu'en réalité, les Français ont économisé en moyenne 30 milliards d'euros par mois pendant le confinement parce qu'ils n'avaient plus rien à dépenser. Et globalement, ils découvrent qu'on peut vivre sans surconsommer, qu'on peut vivre sans acheter 2 iPhones par an et que après tout, c'est pas si mal. Donc, il y aura des répercussions sociales, mais je suis pas forcément sûr que ça va fabriquer beaucoup de malheur en France. Alors, pour les plus précaires, oui. Pour les autres, s'il y a beaucoup de chômage, oui. S'il y a beaucoup de chômage, oui. Oui, Sophie de Menton. On est très content que ça a pris aux gens à consommer moins. En attendant, je vous signale que c'est les entreprises qui en paient le prix. Parce que s'ils achètent moins, que ce soit les fringues ou le reste, ça fait encore du chômage en plus. Mais ce que je voudrais dire un petit peu, Valérie et moi, ce qui me sidère quand même, c'est que on n'a pas pensé, mais pardonnez-moi parce que je vais être violemment agressée pour dire ça, que si on bossait plus, ça irait mieux. Parce que actuellement, nous sommes aujourd'hui le lundi de Pentecôte. Ce lundi, en principe, d'ailleurs, il peut être travaillé. Moi, j'ai demandé d'ailleurs qu'on fasse une réunion aujourd'hui. On m'a répondu non, quand même, le lundi de Pentecôte, très bien. Il y a cette espèce de télétravail. Il y a un flou total sur cette journée. Il y a un flou total sur cette journée. Exactement. Et le télétravail, les gens n'ont pas envie d'arrêter. Alors, on peut pas généraliser parce qu'effectivement, le plongeur du restaurant, ça n'a rien à voir avec la boîte où on est confortablement, dans certains cas, en télétravail. Ça n'a rien à voir non plus avec une administration pléthorique qui est hyper protégée. Et là aussi, je trouve incroyable que ceux qui paient en ce moment et qui vont payer cette crise, ce sont ceux qui ont pris les risques. Ce sont les mecs qui sont mis à leur compte. C'est l'esthéticienne qui fait du domicile. C'est le mec, c'est tous les indépendants, les auto-entrepreneurs. C'est tout un monde qu'il faut admirer parce que ils créent leur propre salaire, ils sont à leur compte. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Ceux-là n'ont pas été protégés ou pratiquement pas avec des sommes dérisoires. C'est eux qui trinquent. Pendant ce temps-là, au moment où on fait notre déclaration d'impôt, les perceptions sont fermées. Parce que il faut protéger les inspecteurs des impôts. Et ne vous réjouissez pas si elles sont fermées, parce que la déclaration est d'autant plus difficile à faire. Donc, je suis la situation est très compliquée et très injuste, d'où il y aura des révoltes multiples et variées. Oui, moi je partage.
Alors, Jean-Luc Touly, pardon, vous avez pris la parole. Oui, je partage vraiment ce que dit Sophie, parce que les salariés vont être touchés, mais je crois que c'est surtout les indépendants, les professions libérales, les dentistes par exemple, qui vont être vraiment mises à mal, parce que les normes de sécurité, qui seront tout à fait normales, seront tellement importantes que le nombre de patients va diminuer, il faudra plus de temps pour décontaminer, tout ça. Et les jeunes qui viennent de s'installer, qui ont emprunté justement pour s'installer, il y a des fermetures aujourd'hui de cabinets. Donc tout ça, effectivement, c'est une révolution, mais ce n'est pas que les salariés. Je veux dire, c'est vraiment, il y a plein de catégories de gens qui, soi-disant, étaient nantis auparavant, qui vont aujourd'hui trinquer. Absolument. Surtout les salariés avec du chantage, comme on le voit chez Ryanair, qui dit il faut les hauts salaires moins 20%, les hôtesses et les plus bas salaires 10%, sinon c'est le licenciement. Pascal, Bataille. Oui, je pense qu'il faut là... il faut pas se résigner, parce que moi j'aurais très envie, comme Eric, de dire que c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir deux iPhones ou un écran géant dans chaque pièce de sa maison. Néanmoins, oui, surtout qu'effectivement, ils sont souvent pas produits en France. Mais ce n'est que par, je pense, une politique vraiment très volontariste de relance de l'économie. Et Dieu sait si on aurait peut-être envie d'autre chose, et si ce Covid nous a donné envie d'un monde nouveau, d'un monde où on respecterait davantage l'environnement, la nature, etc. Mais là, à court terme, si on ne remet pas la France au travail, si on ne remet pas les entreprises, si on ne les soutient pas, le gouvernement débloque 450 milliards, c'est 20% du PIB, mais comment va-t-il l'utiliser et pour qui? Parce que effectivement, comme le disait Sophie, il y a les salariés, mais ceux-là ont au moins droit au chômage, mais tous les petits chefs d'entreprise, tous les indépendants dont on parlait un instant, et je ne vais pas refaire tout ce qui a été dit, qui a été très bien dit, mais ils vont, eux, se retrouver sans aucune protection. Moi, si je suis chef d'entreprise, si ma boîte coule, je n'ai pas de chômage, donc je ne viens même pas être comptabilisé dans les 20,6 ou 22,6% d'augmentation de chômage au mois d'avril. Et on n'a pas les chiffres de mai, bien entendu, mais ils vont être encore plus importants. Je ne suis pas comptabilisé là-dedans, et tous les chefs d'entreprise, tous les indépendants qui n'ont rien pu faire et qui n'ont rien reçu pendant cette période-là, ça va être aussi catastrophique pour eux. Donc c'est à la fois par une politique, je pense, vraiment très volontariste de relance de la consommation, de soutien aux entreprises, mais judicieusement donné, évidemment. Il ne faut pas balancer des milliards sans savoir ce que les gens en font. Et puis troisièmement, de la souplesse. Aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux payer des gens au chômage, ou est-ce qu'il vaut mieux les aider à créer eux-mêmes une boîte ou une activité? On sait que, en plus, quelqu'un qui a créé une entreprise, si jamais son entreprise ne marche pas, ce qui est le cas, je crois, dans un tiers ou un quart des cas, il peut soit en recréer une autre, comme le dit Sophie, soit en tout cas être beaucoup plus valorisé sur le marché de l'emploi, du retour à l'emploi, que quelqu'un qui a passé évidemment 12 mois au chômage. Donc, aidons là aussi à la création d'entreprises. Un créateur d'entreprise, c'est un créateur d'emplois potentiel. Donc, il faut que je crois vraiment à une politique très volontariste, très déterminée. Des milliards, c'est bien, mais où est-ce qu'on les donne? Pour l'instant, on annonce des grands plans de l'automobile, de la culture, etc. Exactement. Et puis derrière, j'ai l'impression que ça se délite et que ça part vraiment dans des circuits obscurs. Là, je vais avoir les syndicalistes à mon côté, parce que si j'ai bien compris, on va donner une prime de 800 000 euros, une prime de 800 000 euros au patron d'Air France. Alors, j'espère que c'est une fake news, parce que la responsable de mouvement patronal que je suis est scandalisée. Ouais. D'une part, l'État est actionnaire. D'autre part, on leur a versé un fric colossal pour subvenir sans changement. Ensuite, Air France n'a jamais bien fonctionné. Il n'y a pas les réformes qu'il faut. Et là, il est quand même annoncé sérieusement qu'il y a une prime de 800 000 euros qui devrait être donnée au patron. Alors là, si je deviens gilet jaune, là, on comprend plus. Voilà. Alors, c'est une révélation. C'est la révélation de la Pentecôte. Je pense que certains de nos auditeurs vont défaillir. On a Fred en ligne avec nous qui nous appelle du Gard. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, donc moi ça me fait flipper toute cette histoire. Vous savez, vous avez des bonnes analyses, pratiquement même ceux qui m'entendent, parce que j'ai les jaunes. Donc je veux dire, à un moment donné, Mais vous faites quoi? Vous faites quoi comme boulot? Je suis dans le bâtiment. Oui, j'ai chopé le virus, mais celui de la gastro quand je bossais là. Mais honnêtement, là, je viens d'être embauché. Et moi, la peur que j'ai, c'est de me faire licencier, parce que je suis le dernier à être rentré dans la boîte.
D'ailleurs, pendant le Covid, donc ils ont embauché, ils avaient besoin de monde. Et moi, ce qui me fait peur, c'est tous ces gens qui vont être au chômage, parce que comme vous disiez certains, c'est que les entrepreneurs, ils auront rien. Et quand Pascal disait, on ne sera pas plus malheureux avant, effectivement, on peut ne pas avoir 2 iPhones. Mais si on peut pas s'acheter un téléphone, là, c'est un drame, vous savez. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas d'internet, si on n'a pas ça, là, on est en marge, on est vraiment. On peut plus rien faire sur Internet. Et donc là, il va y avoir des millions de personnes. Cette dette parce que ce pognon de dingue qu'on a déversé là, ce pognon de dingue, il faut le rembourser. Il va falloir. Mais on ne pourra pas. Donc moi, je vais vous dire un truc. Macron, il sait ce qu'il fait. Il le sait. Parce que lors de sa première conférence là sur le Covid, il disait la France de demain, ça ne sera plus la même qu'avant. Ça c'est fini, terminé. Il sait ce qu'il fait. Il sait. Donc ils ont volontairement mis en fait une casse en fait économique en place parce qu'on aurait pu faire ces tests, on aurait pu faire confiner que les gens et il fallait prendre des risques parce que c'est la guerre là aujourd'hui. Là c'est la guerre qui arrive là. C'est plus une histoire de pacotille là. Là parce que là ce qui va se passer c'est que vous savez que ce qui peut effacer une dette d'un pays, la seule chose qui efface une dette d'un pays, c'est la guerre civile. Donc moi je vais dire un truc. Si en fait là je pense que leur calcul en fait il est en place. Ils savent très bien ce qu'ils font. Là aujourd'hui les Français, on va se retrouver avec des millions de personnes au chômage et sans ressources, des chômeurs qui n'ont pas droit au chômage parce qu'en fait ils ont cumulé des petits boulots, vous savez, et ils ont que 1 ou 2 mois en fait de chômage de pouvoir de survie. Et là je vous garantis un truc, c'est qu'il va se passer au Canada. Ils sont en train de vivre une crise sociale comme jamais parce qu'il y a de plus en plus de demandeurs d'aide alimentaire. De plus en plus. Et c'est exponentiel. Là, moi, je dis, honnêtement, ça fait flipper. Le coronavirus, franchement, comme je dis, le seul virus que j'ai chopé, c'est de la gastro, en travaillant pendant le confinement. Et pourtant, je faisais pas plus d'attention que ça. Je suis assez d'accord avec beaucoup de choses que vous dites et je pense qu'il faut absolument déconfiner plus vite. On a été ceux qui avons déconfiné le plus lentement. Il faut remettre les choses à leur place et je vais pas redonner les chiffres de ce virus qui est grave et il y a eu des victimes, c'est vrai. Il faut aller beaucoup plus vite, arrêter d'emmerder les malheureux restaurateurs en mesurant la table et la distance de leur terrasse. Il faut absolument prendre conscience de cette crise économique majeure et on déconfine trop lentement. Les Français sont responsables, ils ont compris qu'il fallait faire attention. Voilà, ça y est, je pense que le Covid est assez loin quand on voit les images au bord de Seine, diffusées un petit peu partout en bord de Seine ou même partout. Je pense que chez vous aussi, Pascal Bataille, non, dans le Sud-Ouest, c'est pareil. Surtout les jeunes. Oui, on n'a pas le droit de s'asseoir sur la plage, mais je vous garantis que pour aller manger des glaces, les gens ne respectent pas les 1 mètre de distanciation. Ils sont de plus en plus détendus, ce qui me semble d'ailleurs une bonne chose parce que je ne crois pas du tout à la 2e vague depuis un bon moment déjà et je pense qu'on en a trop fait et j'ai dit à plusieurs reprises comme Sophie dans cette émission, Valérie, qu'il fallait déconfiner plus vite et qu'il aurait fallu lâcher du lest dans de nombreuses régions françaises pour permettre à l'économie de repartir. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la relance qu'évoquait Pascal, ça va être un sport de combat. Et on peut penser qu'on n'a pas aujourd'hui à la tête du pouvoir exécutif une équipe capable de briller dans ce sport de combat. Et on peut penser qu'il y a des erreurs de casting qui vont nous jouer un tour parce qu'en effet, il faudrait une réaction très vigoureuse pour relancer l'activité, pour redonner confiance aux gens, pour leur redonner envie de consommer, pour les convaincre de ne pas épargner par crainte de jours terribles. Et cette capacité-là à entraîner les Français dans une bataille, il est évident que le pouvoir exécutif ne l'a pas. Macron est aujourd'hui à peu près inaudible. Je ne pense pas qu'Édouard Philippe soit un grand capitaine d'industrie ni un grand chef d'entreprise. Et je n'évoque même pas le nom de Bruno Le Maire qui, je pense, a fait la démonstration du contraire depuis un certain temps. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut craindre, de mon point de vue, c'est beaucoup plus des violences politiques ou de la contestation politique extrêmement brutale, plus que de la contestation sociale, parce qu'en réalité, ce qui désespère les Français, c'est le sentiment de ne pas être compris et le sentiment de ne pas avoir une ligne de commandement au-dessus d'eux qui soit capable de faire face à la situation. Et c'est ça qui va nous jouer un tour. Alors c'est vrai, cela dit, ils pourraient se bouger aussi un peu individuellement, les Français. Moi, je veux bien. Je suis d'accord avec le constat. Je suis d'accord avec le fait qu'aller contrôler et emmerder, parce qu'on commence les contrôles dans les PME maintenant. Est-ce que vous n'avez pas abusé du chômage partiel? C'est juste insupportable. Puis alors, il y a une ministre aussi... Muriel Pénicaud.
Non. Non, Agnès Pannier-Runacher, qui est une bonne ministre en soi, mais qui nous dit maintenant de faire tout de suite très attention à la parité homme-femme. Je veux dire, franchement, on a autre chose à foutre là. La parité homme-femme, je suis entièrement d'accord. C'est évident, on fait ce qu'on peut. Mais avoir des injonctions en ce moment de ce type, c'est surréaliste. Et je pense qu'il faut vous parliez de Muriel Pénicaud qui appelait les Français à dépenser leur épargne. Non, mais Muriel Pénicaud qui a appelé les Français à dépenser leur épargne. On fait ce qu'on veut. Si on a envie de dépenser, on dépense. Et sinon, on dépense pas et on fait ce qu'on veut avec notre côté, pognon. Ils vont nous la piquer après. Avec le signe de la nomination de Pierre Moscovici, c'est un... Et on va en parler. J'ai vu que notre ami Éric Verhaeghe avait tweeté ce week-end. Allez, excellent enchaînement. Je crois qu'on peut marquer une petite pause et on revient dans un instant avec vous. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, Pierre Moscovici à la Cour des comptes. Il sera nommé mercredi à la tête de la Cour des comptes. Le président de la République a décidé donc de nommer l'ex-ministre socialiste, ex-ministre européen comme premier président de la Cour des comptes en remplacement de Didier Migaud, qui lui avait été nommé par Nicolas Sarkozy. Il avait choisi, Nicolas Sarkozy, de nommer une personnalité de l'opposition pour montrer justement qu'il y avait une certaine transparence à la tête de la Cour des comptes. Alors Pierre Moscovici, pourquoi Pierre Moscovici Éric Verhaeghe, retour de l'ancien monde. C'est une vieille histoire. Il était prévu il y a 1 an déjà à l'époque. Absolument. Que Moscovici arrive à la Cour des comptes de façon quasi anticipée, puisqu'il était question de nommer Didier Migaud à la tête du Conseil constitutionnel pour permettre le parachutage de Moscovici. Finalement, ça ne s'est pas fait. Le poste est resté vacant 4 mois. Moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi le poste est-il resté vacant 4 mois après le départ de Didier Migaud, puisque Moscovici était disponible. Est-ce qu'il a voulu prendre des vacances pour occuper le poste? Ça m'intéresserait de le savoir. Ça, c'est bien le genre. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, on avait évoqué le nom d'Éric Woerth, qui aurait été un choix cohérent, puisque Éric Woerth fait partie de l'opposition et est reconnu pour ses compétences en matière de finances publiques. Donc, on est sur un choix. À titre personnel, j'ai toujours eu la conviction que la France avait négocié l'indulgence de Bruxelles vis-à-vis de ses écarts budgétaires et de ses non-réformes budgétaires pendant toute la commission précédente, en accordant la promesse, en promettant à Moscovici son remplacement à la Cour des comptes une fois la commission arrivée à échéance. Et je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui la France, mais on le voit avec Christine Lagarde à la BCE, la France achète, c'est pas de la corruption, ce sont des arrangements politiques, achète l'indulgence de Bruxelles vis-à-vis de nos non-réformes et de notre non-respect des règles européennes, en promettant des fromages à ceux qui détiennent les rênes à Bruxelles. On aura le même phénomène avec Thierry Breton. Il sera reclassé après avoir fermé gentiment les yeux pendant 5 ans sur les écarts budgétaires de la France. Vous le verrez, c'est inévitable. Alors c'est terrible. C'est terrible, surtout que c'est tellement plausible. La différence, c'est que, pardon, je veux dire, on ne peut pas critiquer un homme comme ça, mais ça a été un ministre des Finances déplorable. C'est un homme qui bossait pas vraiment. C'est un homme qui n'avait pas vraiment... Il s'est remarié avec une très jolie femme. Oui, il aime beaucoup les très jolies femmes, c'est une qualité, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est que cette... Parce qu'il a passé plus de temps. Il avait sans doute des préoccupations personnelles. Non, il avait des préoccupations, effectivement. On peut imaginer des intérêts, en tout cas divers. Et donc, Moscovici est un choix qui discrédite la Cour des comptes. Moi, c'est ça qui m'ennuie aussi, parce que j'avais une énorme confiance. Et le président de la République, non? J'ai pas envie de tirer sur le président de la République. Il faut qu'il se débrouille et qu'il fasse des progrès là. Je pense que Sophie, aujourd'hui, elle a des gilets jaunes devant et Macron derrière. Elle est formidable. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que vous voulez? D'abord, il n'y a personne d'autre. 2, il a quand même eu des... C'est quand même. Oui, mais enfin, ça vous empêche pas de dire que c'est un choix pour le moins étonnant quand on parle du nouveau monde et qu'on va ressortir. C'est pas pour ça qu'il va y avoir des raisons. Je les ai. Mais alors, attendez, je voudrais juste préciser que Thierry Breton est un type exceptionnel, aussi exceptionnel que franchement, Moscovici n'est pas intéressant. On va pas faire le débat. Non, mais s'il était nommé comme dit Eric, ce serait plutôt une bonne chose. Alors, Pascal.
bataille. Non, mais Moscovici, à l'époque où il était ministre des Finances, il trouvait que 3%, la règle des 3% de déficit budgétaire était déjà trop contraignante. Là, il va devoir se battre avec un déficit à 10%. Je sais pas ce qu'il va faire, je sais pas quel rôle il va jouer. Je suis assez d'accord avec Sophie sur le fait que la Cour des comptes, on ne peut plus importante, et notamment dans des périodes comme celle que nous allons vivre. Donc, c'est pas très sérieux. C'est quelqu'un qui dénonçait le populisme mainstream d'Emmanuel Macron il y a encore quelques mois. Bon, c'est effectivement les petits arrangements que Eric a extrêmement bien décrits. Alors, si ça peut au moins servir à ce que la France ne se fasse pas trop tirer dessus par la Commission européenne dans les 12 prochains mois par rapport aux contraintes que nous allons avoir au niveau de notre déficit budgétaire. Tant mieux, je pense, cela dit, que c'est pas forcément l'enjeu primordial parce que tous les pays européens vont avoir la même problématique dans les prochains mois. Donc je sais pas trop à quoi ça sert. Et il a peut-être des dossiers, il a peut-être voilà, mais c'est encore un homme inutile à un poste pourtant ô combien important. Oui, Jean-Luc Touly, ça vous intéresse? Il est bien habillé pour l'hiver. Évidemment, mais c'est toujours le système des reclassés, des recasés. C'est les petits copains avec les petits copains. Non, il va avoir 63 ans. On l'a nommé, je crois que c'est pour 9 ans, c'est ça, si je me trompe pas, comme pour Didier Migaud. C'est un long mandat, oui. Donc ça, il va avoir à la fin de son mandat 72 ans. Il y a peut-être des gens un petit peu plus jeunes, un petit peu plus on a eu beaucoup de jeunes. Alors, on a eu beaucoup de jeunes au gouvernement. C'est pas pour ça qu'ils sont mieux. Hein. C'est vrai. Il avait eu une affaire de costume lui aussi, hein, du même tailleur que François Fillon, un ami. C'est lui qu'on l'a taillé là. Pardon. Oui, absolument. Il y avait eu qui vient de gagner un gratuit aujourd'hui. Voilà. Moi, ce qui m'embête en dehors de ces 4 mois de vacances, c'est que ça fait 26 ans qu'il est député, ministre, etc. Oui, on peut le voir comme ça aussi. Donc, non, ça donne pas une bonne image du politique qui malheureusement qui aurait besoin d'une image un peu meilleure. Donc, c'est encore au niveau de la confiance, je pense que c'est catastrophique. Et c'est pas l'individu en tant que tel, mais c'est le système qui continue, quoi. C'est vraiment ce qu'on ne veut pas à la tête du pays. Je ne comprends pas Emmanuel Macron qui n'était pas comme ça. Alors, est-ce qu'il a été embringué? Enfin, je veux dire, il n'était pas du tout comme ça. Quand il a été élu, il a promis complètement autre chose. Est-ce qu'on se fait happer par un système? Est-ce qu'on est totalement impuissant? C'est vrai, peut-être que les échanges avec Bruxelles, il y a un moment où vous dites, bon, tant pis, je vais le nommer. Et, je veux dire que là, je ne comprends pas. C'est depuis l'affaire Benalla, on a Cécile de Pau qui est en ligne avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour Valérie, bonjour à tout le monde. Bonjour. 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 Moi je dis chapeau Moscou, chapeau Moscou est extraordinaire quand même. Comment faire une carrière dans les plus hautes postes en étant nul? Franchement c'est extraordinaire. Alors je vais lui tailler un dernier costume. Souvent ça aide. Souvent ça va de pair contrairement à ce que vous croyez. Oui. Mais non, je sais bien. Oh là là, j'ai eu souvent l'occasion de voir qu'on c'est mieux d'en s'entourer d'imbéciles parce que comme ça on peut mieux les maîtriser, c'est beaucoup mieux. Alors écoutez, il y a un truc très rigolo. Alors c'est pour répondre à Laurent. Vous savez Laurent, quand il était au commissaire européen, il passait sa vie à tenter les gouvernements français et d'ailleurs d'autres pays à dire que leurs efforts étaient insuffisants en matière de réduction de déficit, etc. Et là, voilà. Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'évidemment, il va se retrouver à contrôler les comptes d'un pays avec évidemment les 3% qui vont être posés. C'est très rigolo. Alors, moi, je vous dis que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Laissez-moi être ironique. C'est qu'en fait, Macron, il a choisi le meilleur pour être nul, enfin le meilleur pour ne rien faire. Que voulez-vous que Moscovici fasse dans l'état de la France avec le déficit que l'on va avoir, effectivement, la dette, le post-Covid, etc. Alors, laissez-moi juste, parce que je voudrais en 5 minutes vous raconter, mais en 5 minutes même pas, 3 minutes vous raconter un petit truc rigolo, mais qui date il y a déjà 1 an et demi. C'est ce que disait un magazine allemand, Handelsblatt, quand il était à Bruxelles. Il le traitait de champion européen de la paresse. Parce que lorsqu'il était dans les réunions ou dans les commissions, il était inattentif, ignorant, il faisait preuve de désintérêt et on était obligé de lui donner des anti-sèches qu'il ne lisait même pas. Donc c'est quand même à peu près étonnant. Voilà un monsieur, qui, comme vous dites, qui est absolument inutile, mais qui sera utile à Macron parce que peut-être quand même, après avoir viré Collomb, est-ce quand même un petit plus du côté des socialistes hollandais, enfin un petit peu cette branche-là, pour pouvoir poser ses pions un peu partout. Vous savez, M. Macron, il a besoin maintenant de rassembler les troupes
pour 2022. Il est quand même, comme vous dites, entre les gilets jaunes, Onfray, les souverainistes, tout ça est quand même très compliqué. Donc voilà, moi je trouve que à part de Macron, c'est la meilleure chose, c'est le meilleur monsieur. Alors, je suis même pas sûre que vous ayez raison, parce que je ne crois pas du tout qu'il soit fidèle, Moscovici. Je ne crois pas du tout qu'il ait des valeurs de fidélité et qu'il essaie de rendre service à Macron. Je pense qu'il va se refaire une santé, peut-être en tapant justement sur toutes les erreurs, parce que comme il n'a pas à gérer, il va tirer sur effectivement les vraies dépenses que la Cour des comptes, parce qu'il y a des gens qui bossent, on va lui donner tout ce qui ne va pas, les dépenses excessives, etc. Je pense qu'il n'y a aucun problème. De toute façon, il n'en ressort jamais rien. Enfin, Pascal Bataille, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous avez travaillé à combien ça coûte pendant de nombreuses années. Le rapport de la Cour des comptes est toujours commenté, mais rarement suivi des faits. Donc finalement, hélas, parce qu'ils sont en général très bien faits. Excellent rapport, oui. Ils tiennent très bien les armoires. Oui, voilà, ils sont effectivement malheureusement utilisés pour caler des armoires ou des bureaux. C'est terrible parce que c'est aussi une institution qui coûte très cher, la Cour des comptes. Alors au moins que ce soit utile et au moins qu'on lise ces rapports. Et d'ailleurs, on devrait les diffuser beaucoup plus largement auprès des Français parce que ils se rendraient compte à quel point, encore plus, à quel point l'argent public est souvent gaspillé. On le fait chaque année, on le fait à chaque fois, mais visiblement il n'y a aucune conséquence suite à ces rapports. Sur la nomination de Moscovici, qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron? Vous nous avez tenté de nous l'expliquer, Éric Vérag, mais en termes d'image même, parce qu'il se rend bien compte que Moscovici représente le monde d'avant, représente le Parti socialiste que les Français n'aiment pas forcément. Donc est-ce qu'il est déconnecté? Est-ce qu'il se rend pas compte? Il est prisonnier aujourd'hui. Le problème de Macron, c'est qu'il est prisonnier des anciennes équipes qui sont là et qui négocient pied à pied leur soutien, leur tel avantage en échange de poste. Et donc c'est une situation qui est terrible pour lui parce que il n'est pas parvenu à faire émerger une nouvelle élite. Et contrairement à ce qu'on croit, un pays, on ne le réforme pas par le bas. On le réforme par le haut. C'est comme le nettoyage des escaliers. Si Macron faisait le ménage chez lui, il le saurait. Et donc, pour changer ce pays et pour le réformer, il faut changer les élites. Ça pourrit par le haut. Ça pourrit par le haut. Voilà. Bon, écoutez, ce qui est dramatique, Valérie, c'est qu'on était tous d'accord dans cette émission. C'est ça qui est terrible, ce qui prouve que, on a raison, et deux, qu'il y a un vrai sérieux problème pour qu'on soit tous d'accord. Eh oui, mais ça arrive parfois. Écoutez, ça arrive. Merci à vous, merci à tous les quatre.